Salut à tous et bienvenue pour cette mise au point de juin où on va pas beaucoup parler des films Disney en fait, même si techniquement il y en a un qui a à peu près un film Disney, mais bon, je vais avant de passer au bilan des films parler du fait que, rassurez-vous, ceux qui ont un peu déploré le fait qu'il n'y avait pas de Gravity Falls ce mois de mai, j'en avais parlé lors de la mise au point précédente, si vous ne l'avez pas suivi, je le redis ici, vous en aurez pour ce mois de juin, ça repart, la saison 2 sera traitée et ça repart tout de suite. Mais ouais, sachez que j'avais besoin de faire une petite pause pour au moins finir la V2 de la série Tarzan, parce que il fallait que je termine un petit peu la franchise Tarzan dans mes V2, ça me paraît assez important. S'il y en a que ça intéresse, d'ici quelques temps, je pense sans doute me lancer dans de futurs V2, ce sera très certainement Pinocchio et ensuite les films Toy Story. Hein, ce sera celle-là en priorité, mais je suis déjà content d'avoir fini les 5 premières vidéos en V2 qui sont pour moi les vraiment prioritaires qu'il fallait refaire. En tout cas, c'est parti pour le bilan des films et ça va être ultra rapide. Wall-E, les gens ont été plus ou moins d'accord avec moi. Il y en a qui sont un peu partagés sur la fin, qui n'aiment pas trop. Ça vous gêne, je peux comprendre. Et à nouveau, je le redis, je trouve que c'est une suite très logique à ce qu'on a vu au début, quoi. On pouvait pas faire ce qu'on a fait dans les 30 premières minutes durant tout le film. C'était impossible. Impossible. Au bout d'un moment, ils auraient été à court d'idées, ils n'auraient pas pu faire durer ça un long métrage tout entier. Donc il fallait partir sur quelque chose, il fallait vraiment partir sur une narration un petit peu plus convenue, et je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Et la plupart des gens sont d'accord avec moi, hein, c'est un de mes Pixar préférés, vraiment à deux doigts derrière Les Indestructibles, j'adore ce film. Ensuite, nous avons Les Aventures de Buzz l'éclair, on n'a pas dit grand chose sur l'épisode pilote et on n'a pas dit grand chose sur la série en elle-même, donc je vais pas avoir grand chose à rajouter. Les gens qui connaissent sont assez d'accord avec moi sur ce qui va bien dans cette série. Les gens qui connaissent pas ont l'air d'être un petit peu intéressés et je vous conseille ça dans l'absolu, c'est pas mal. Ça va pas être une grande série, mais c'est un bon pastiche de ce genre de série space opéra qui passe très bien. La chose sur laquelle j'aimerais revenir rapidement, c'est qu'on m'a repris sur le moment où j'ai dit que Zurg était un bon gros méchant mélomane, et c'était mégalomane que je voulais dire. Je déteste ça, je déteste quand je fais ce genre de fautes moi-même, parce que je respecte beaucoup la langue française, hein, même si quand je parle naturellement, normalement comme ça, je parle pas parfaitement bien français, mais je respecte beaucoup la langue française, et quand je prépare mes textes, quand je prévois mes textes à l'avance, et que je fais ce genre de bourde, et que je me rends même pas compte lors du montage, ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier. C'est le petit détail. Donc je suis désolé pour ça. Merci aux personnes qui l'ont relevé, hein, ça prouve que vous faites gaffe à la langue française, et je vous en remercie. Ça m'embête de faire ce genre d'erreur, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui m'ont repris là-dessus. Voilà tout ce que j'ai à dire, et ça nous lance sur le gros morceau de cette vidéo, Spider-Man, ou Spider-Man, j'ai toujours dit Spider-Man. Ça n'a pas changé, même si je suis sûr que Spider-Man, ça le fait plus, c'est plus logique. Et ouais, New Generation, je savais, lorsque je l'ai entamé, que c'était un film vraiment grandement apprécié, tout le monde lui jette des fleurs, c'est le plus grand film d'animation qui soit. Et même avant les Oscars, beaucoup de gens se sont dit est-ce qu'il va l'avoir l'Oscar du meilleur film d'animation, parce qu'il le mérite totalement, sachant qu'ils ont surtout fait ça par rapport à la comparaison avec les deux autres films Disney sortis, c'est-à-dire les suites Ralph 2.0 et Les Indestructibles 2. Et ouais, c'est pareil, des films sensationnels, hein. J'ai l'impression d'avoir été peut-être un peu trop coulant avec Les Indestructibles 2, honnêtement, parce que les gens ont tendance à dire que qu'il est génial, aussi génial que le premier. Je trouve vraiment pas, je trouve que c'est quand même un bon gros cran au-dessus du premier, mais c'est vrai que si on compare en termes de suite qui respectent l'œuvre originale, Ralph 2.0 est davantage une trahison pour moi que Les Indestructibles 2, qui est juste un manque d'ambition. Voilà, ça essaye de poursuivre ce qu'il y avait dans le premier sans chercher à aller plus loin que ça. C'est le gros manque d'ambition qui se ressent. Ralph 2.0, c'est pas seulement un manque d'ambition, c'est surtout une trahison de l'œuvre de base pour moi, un petit peu ce truc. Donc ouais, mais c'est pas des grands films, c'est pas des grandes suites, et c'est clairement pas des grands films d'animation, hein. Même en termes de visuel, je sais pas, j'ai vu mieux dans l'absolu de la part de Pixar
et de Disney, donc c'est pas non plus les plus frappants. Et ouais, je pense que ça aurait pas grandement mérité d'avoir un Oscar. Et dans l'absolu, si on veut se centrer seulement sur le visuel, je reconnais que ouais, ça mérite les récompenses que ça a eu, hein, Spider-Man New Generation. N'empêche que ouais, je le redis, je suis pas seulement porté par la qualité d'animation. Pour moi, il y a une histoire qui doit se raconter avec ça. Et je pense sincèrement que l'histoire est pas folichonne. Elle est pas mal, elle est correcte, mais pas folichonne. Et il y a des choses qui sont typiques de Spider-Man qui m'ont jamais grandement plu chez Spider-Man. Ça va être un petit peu le gros morceau de cette vidéo, hein, si vous avez suivi le titre. Donc on y viendra, mais avant j'aimerais revenir sur deux trois choses qu'on m'a dites, deux trois petites remarques qu'on m'a faites, sympathiques comme un peu moins. Alors, on va parler des remarques un peu sympathiques, des gens qui ont adoré que je reprenne le gag du sandwich. Sachez que c'est Lionel B qui l'a suggéré, hein. C'est lui qui s'est dit ah tiens, ce serait cool que pendant que je fais mon petit dialogue, ma petite critique du film en préambule, tu fasses le sketch du croque-monsieur. Bon, je me suis dit je vais pas faire un croque-monsieur encore, on va essayer de diversifier un petit peu. Si je refais ce sketch à un moment donné, je changerai à nouveau, hein. Je ferai peut-être un hamburger ou quelque chose comme ça, nous verrons bien, mais je changerai un petit peu à chaque fois le sandwich, mais ça fait 3 fois, ça devient un petit sketch récurrent, et je suis content que l'UNB m'a peut-être permis de faire ça. Donc c'est lui que vous devriez remercier pour ça. Ensuite, critique négative du film avec laquelle je suis moyennement d'accord. Des gens sont un peu pleins que la VF était un peu naze par rapport à la VO, et je trouve que c'est exagéré. Le seul problème de la VF que j'ai, honnêtement, c'est ouais, le wesh. Qui est complètement naze comme concept. Même dans les années 90, c'était naze le wesh. C'est toujours été une grosse connerie ce truc. Et les doublages pour. Attends, c'était quoi les personnages? Le Scorpion et Norman Osborn, je sais plus exactement. Et ouais, c'est pas des voix qui leur correspondent. On a pris clairement des célébrités du sport pour faire ça. Je sais même pas lesquelles, je crois que c'est du foot. Ça leur allait pas très bien. Mais vous savez quoi? Étant donné que moi je suis pas particulièrement un fan du lore de Spider-Man, ça m'a pas autant gêné que dans, je sais pas moi, Lego Batman. Lego Batman où c'était la même chose mais avec Superman et Green Lantern. Et moi qui suis un petit peu fan de l'univers d'ici, quand je vois Superman et Green Lantern doublés comme ça, mais ça fait mal au cul, hein. Ça fait mal au cul. Donc je peux comprendre que ça vous irrite si vous êtes fan de l'univers de Spider-Man, de voir vos méchants doublés comme ça. Surtout Norman Osborn qui n'a pas vraiment enfin, de ce que je connais de lui, n'a pas vraiment ce genre de... le profil de la voix qu'on lui donne en français. Mais c'est quoi, 5 répliques 5-6 répliques en tout et pour tout pour ces personnages, donc c'est pas non plus horrible, et le reste s'en débrouille très bien. J'adore la voix du Peter Parker, celle de Miles se débrouille très bien, celle de Gwen aussi, etc. On a su prendre les bonnes voix qu'il fallait, même pour les Spider-Man stylisés qu'on a. Je vais pas me faire chier à retenir les noms de tous, mais Spider-Man noir, Spider-Cochon et Penny Parker, c'est bien son nom il me semble. Ouais, c'était les bonnes voix qui allaient au personnage. Nickel, j'ai aucun problème avec ça, je trouve que la VF s'en sort très bien. Les seuls problèmes de la VF, c'est un petit mot et 2 personnages tertiaires qui ont quelques répliques. Ça passe, ça me dérange pas grandement, hein. Pour moi c'est une VF de qualité en dépit de ça. Voilà, hein, c'est pas un des problèmes que j'ai avec le film. Bon, sinon on m'a repris sur mes 2 grosses plaintes, mes 2 gros arguments contre le film. D'une part par rapport au fait que mais c'est normal que ce soit un Spider-Man avec le même type de backstory parce que c'est le truc de Spider-Man, ou mieux, on est dans un univers parallèle, donc c'est normal que ça se répète l'origine de Spider-Man, puisque les univers parallèles sont censés avoir des trucs similaires. Ok, alors ce qui est pour moi des arguments complètement pourris, j'y ai répondu en commentaire, c'est pour ça que je vais aller assez vite. Alors déjà, c'est complètement stupide de parler d'univers parallèle quand on a déjà un Spider-Man Peter Parker qui existe dans l'univers de Miles Morales. Donc le truc typique qui est censé arriver à Spider-Man, à la base commune, elle a déjà eu lieu avec ce Peter Parker là. Que ça arrive aussi à Miles Morales, c'est un gros doublon en fait, hein. Donc votre argument univers parallèle est complètement stupide. Si c'est pour balancer ça,
Réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Et honnêtement, c'est pas parce qu'on est dans un univers parallèle que les choses doivent se passer exactement de la même façon pour un personnage. Au contraire, prendre un univers parallèle peut permettre de partir sur une voie totalement différente. Par exemple, le personnage qui, sur le papier, a l'air d'être le plus intéressant pour moi, c'était Penny Parker, c'est-à-dire la méca Spider-Man, entre guillemets, parce qu'elle semble avoir quand même quelque chose de très différent. Non, malheureusement, il faut qu'elle ait aussi ce problème de «Oh, il y a mon père, oncle, etc. qui est mort!» C'est ça qui définit un petit peu ce que j'ai traversé comme par hasard, même si je reconnais qu'énormément de super-héros sont comme ça. C'est un détail en plus qui vient s'accumuler avec tout ce qui représente Miles Morales, qui est très similaire à Spider-Man particulièrement, qui me gêne. Et ouais, apparemment ça gêne pas les gens qu'on leur sorte la même chose. Et tant mieux pour vous, allez pas me dire que c'est pas une facilité quand même, hein, parce que c'en est une. Elle vous gêne pas cette facilité, moi elle me gêne, surtout quand je suis pas particulièrement fan de Spider-Man. Et un truc sur lequel je m'attendais à ce qu'on me reprenne, c'est le fait que beaucoup de gens n'ont pas eu de problème avec l'humour du film, ça leur a pas semblé dérangeant. Ça s'incrustait bien pour eux, ça n'a pas cassé les moments de drame, et j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre ça. Et surtout quand on sait qu'à côté, il y a vraiment une recrudescence de gens qui viennent critiquer le MCU, hein, par rapport à son humour qui est un peu trop intrusif par moment, par rapport au fait qu'on prend à certaines situations assez graves, et il faut que nos personnages fassent des gags un peu concons, un peu trop légers, et qui casse la situation, notamment Durandal, c'est un exemple parfait pour moi, qui a récemment critiqué la sortie de Avengers Endgame. Certains points où on est censé être dans une situation très froide, où les choses sont vraiment sérieuses, etc. Et il y a un moment complètement stupide durant cette période-là, où on essaye de faire de l'humour très basique, très feignant, et qui casse l'ambiance. Et ouais, puis il y a quelques autres petits moments comme ça, je reconnais que c'était un petit problème du film. Je pense pas que ce soit rédhibitoire non plus, hein. Mais ça gâche en partie l'immersion dans ce que le film veut mettre en place. Totalement d'accord avec Durandal. Par contre, Durandal, il n'a aucun problème avec Spider-Man New Generation. Et je ne comprends pas. Je sais pas, il y a un moment donné, il y a Tante May et Peter Parker qui se retrouvent, mais de différents univers. Quelque chose de fort dans cette retrouvaille, parce que chacun a perdu l'équivalent de l'autre dans son monde. C'est montré super rapidement, histoire de dire que c'est un moment un petit peu fort entre eux. Et après, on a Tante May qui nous fait une blague sur Instagram, genre 2 minutes plus tard, qui est censé appuyer le fait que Miles est dépassé par ce qui lui arrive. Ah, tiens, si en même temps que ça se passe, je faisais une blague sur Instagram. Est-ce que tu serais capable d'aider ta tante à avoir un compte Instagram? Ou je sais plus si c'est Instagram ou un truc comme ça, mais c'est complètement naze. Ça gâche totalement le dilemme, ce qui arrive à Miles tout de suite par rapport au fait qu'il est dépassé par ce qui lui arrive. Et il y a énormément de moments comme ça, hein. Je pourrais faire une liste très longue des nombreux moments où on est en plein moment sérieux, on est censé être pris dans le drame de la situation, et tout d'un coup, pop, gag. Gag ultra léger où on se dit, punaise, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes censé dépeindre une situation sérieuse, les gars. Et ça dérange personne. Je suis sur le cul, hein, je vous cache pas, hein, parce que vraiment ça se compte à foison ce genre de situation où on blague de façon un peu coconne en plein milieu de quelque chose de sérieux. Et ça dérange pas. J'avoue que j'ai du mal à saisir. Peut-être le rythme. C'est peut-être le rythme de la chose, la qualité d'animation qui vous fait voir au-delà de ça. Dire ah tiens c'est très joli, il y a une animation très forte, je le redis, hein, c'est vraiment en termes d'animation super bien foutu, sublime. C'est tellement sublime que je pense à rien d'autre. Et quand il y a des problèmes, bah, je les saute parce que oh, c'est sublime à regarder, sans doute, peut-être. Ça s'enchaîne peut-être de façon un peu plus vive dans ce film-là que dans d'autres films du MCU par exemple. Peut-être. Je ne sais pas, mais à ce moment-là, si vous ressentez pas les ratés de comédie, comment vous arrivez à ressentir le drame des situations en même temps, puisque là aussi, ça s'enchaîne vite, hein. C'est extraordinaire, c'est cette capacité qu'ont certaines personnes à ne retenir que le côté positif des œuvres qu'ils regardent. En disant « Oh, les trucs négatifs, j'ai pas fait gaffe, tiens !» Apparemment non, hein, j'ai pas fait gaffe.
Parce que sérieusement, revoyez-moi ça et faites un peu gaffe aux détails et osez me dire qu'il n'y a pas de nombreux moments où ça casse les moments sérieux avec du gag très léger qui est pas forcément le bienvenu à ces moments-là. Hein. Osez me dire qu'il n'y a pas ça. Mais apparemment, ça gêne pas les gens. Moi, ça me gêne beaucoup. Hein. Et je trouve que c'est largement pire dans ce film que dans la quasi-totalité des films du MCU. Hein. Largement pire, hein, parce que c'est vraiment, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Hein. Dans Endgame, il y a quoi? Il y a trois quatre moments comme ça à peu près qui sont un peu ennuyeux, qui gâchent un peu les moments. Mais voilà, trois quatre seulement. Là, je peux vous en compter une bonne douzaine. Hein. Si je prenais le temps, j'ai pas que ça foute non plus, mais ouais, je pourrais vous en compter une bonne douzaine. Hein. Si vraiment vous voulez me lancer là-dessus, hein, je veux bien le faire. Hein. Cela étant, je vais redire ce que j'ai dit à la fin de ma critique. Si j'ai pas autant accroché que la plupart des gens autour de ce film, c'est que je ne suis pas un grand fan de Spider-Man. C'est pas un personnage que je déteste ou quoi que ce soit, sinon j'aurais pas vu tous les films que j'ai vus sur lui, bien sûr, mais ça a jamais été un personnage qui m'a grandement marqué. J'ai trouvé super intéressant. Et si c'est pas votre cas, si vous trouvez que le personnage est intéressant, que son univers est intéressant, etc., il y a de fortes chances que vous soyez pris là-dedans davantage parce que ça vous caresse plus dans le sens du poil en vous montrant tous ces méchants que vous connaissez déjà, donc s'ils n'ont pas de grande introduction poussée, c'est pas trop grave pour vous. Voilà, ou d'autres choses comme ça. Et que les messages qu'on fait passer assez vite sur Spider-Man, vous les connaissez déjà, vous êtes familier avec cela, et c'est des messages qui vous touchent, donc il n'y a peut-être pas besoin de beaucoup de temps pour que ça s'imprègne chez vous. C'est pas impossible que ce soit ça. Personnellement, ça n'a jamais été trop mon truc. Ça. Et c'est un petit peu ce sur quoi je vais me pencher en détail dans cette vidéo. Pourquoi je n'aime pas particulièrement Spider-Man? Sachant que contrairement à d'autres franchises, c'est quelque chose dont je connais pas mal d'œuvres. Alors, pas du genre comics et sans vouloir vous vexer, la grande majorité des gens qui sont fans de Spider-Man ont suivi quasiment aucun comics eux-mêmes. Hein. Bien entendu, il y en a une partie d'entre vous qui ont suivi les comics, mais en règle générale, vous avez suivi les films et peut-être quelques séries. Même pas. Des fois, il y en a qui ont seulement suivi les films et qui se disent fans de Spider-Man. Alors, ouais, et moi, je m'y connais plus en Spider-Man que vous. Parce que j'ai suivi les films de Sam Raimi, la trilogie, les deux films de Mark Webb, Homecoming, la série de 1994 et récemment, donc, New Generation. Donc, j'ai vu tous les films Spider-Man un peu connus. Bien entendu, il y a encore des vieux films Spider-Man dont tout le monde se branle à quelques exceptions près qui sont dans l'eau et... Voilà, et quelques vieilles séries, quelques cas à côté, quelques séries un peu plus contemporaines, récentes, que je n'ai pas suivi en détail, je le reconnais, j'ai surtout suivi celle de 1994, qui a l'air d'être une série de 1980, honnêtement, vraiment, on dirait que c'est une série qui a 10 ans de retard. Ouais, je suis vraiment pas fan de cette série, je sais pas ce qui m'a poussé à la voir jusqu'au bout, mais j'ai jamais été particulièrement fan de cette série, honnêtement. Mais voilà, j'ai suivi tout ça, la série jusqu'au bout, les 8 films, 7 films, 7 films, j'ai suivi pas mal de choses sur Spider-Man, donc je peux pas dire que c'est juste un truc que j'ai vu rapidement et je me fais un avis rapide. J'ai quand même suivi ça en détail, et de ce que j'en ai vu, c'est-à-dire de ce que les médias ont montré le plus, hein, c'est-à-dire les films populaires que tout le monde, la plupart des gens ont vus, et ben je trouve que ce Spider-Man-là est pas si intéressant que ça. Voilà, il n'est pas aussi prenant que d'autres super-héros. Je vais faire une petite liste pourquoi. Je vais quand même dire ce qui fait que j'ai quand même un peu pris le temps de suivre ces films-là. Bon, déjà, Homecoming, qui est, dans l'absolu, en termes d'histoire, mon préféré. Je préfère très légèrement New Generation pour, vitesse, sa beauté d'animation une fois de plus. Mais si on part vraiment en termes d'histoire, de récit, de tous les films, je préfère Homecoming. Je le dis tout de suite. Voilà, ça c'est rapide, c'est dit, c'est fait. Et ouais, Homecoming, je l'ai suivi parce que c'était dans le MCU. Les 5 premiers films, je les ai suivis parce que c'était un petit peu populaire à l'époque et que j'avais entamé avec le premier film. On va voir un peu comment ça se poursuit après. C'est pareil avec Mark Webb, j'ai suivi le premier film un petit peu comme ça. Et puis bon, le deuxième, j'ai vu le premier, je vais voir le deuxième. Voilà. Et New Generation, parce qu'on me l'a demandé sur Tipeee. Voilà pourquoi j'ai suivi ça. Quant à la série de 94, c'était un petit peu pour faire la comparaison avec ce qu'il y avait à côté de Batman, la série animée. Et ouais, ça valait clairement pas la comparaison, hein. En tout cas, personnellement, hein, chacun ses goûts.
Au passage, ils ont un arc dans la série de 1994 autour du multiverse. C'est un truc, mais très fréquent chez Spider-Man apparemment, ça. Ce multiverse où on n'arrête pas de montrer différents Spider-Man qui se rencontrent de différents univers. C'est un peu leur truc, quoi. Donc ça montre aussi, quand on connaît un petit peu l'historique de Spider-Man, que ce film qu'on met en avant, New Generation, n'a rien de très nouveau dans son concept. C'est un concept sympathique, mais c'est un concept déjà fait avant. Sachant que, ouais, hein, le concept fait dans la série de 94, c'était beaucoup moins prenant que celui du film récent New Generation. Hein. Enfin bon, ce qui me plaît un petit peu dans Spider-Man, c'est ses pouvoirs. J'avoue qu'il a des pouvoirs assez cool. Pouvoir se coller au mur, voler de bâtiment en bâtiment grâce à son fil. Sa force un peu particulière, ses sens d'araignée qui lui permettent de sentir le danger venir. C'est cool, hein. En termes de pouvoir, c'est cool. On a fait largement pire et j'apprécie ça. Et je comprends un petit peu les gens qui peuvent apprécier ce qu'il représente, c'est-à-dire cette espèce de personnes normales sur qui tombe beaucoup de responsabilités, beaucoup de pouvoir et qui doit apprendre à bien gérer ses pouvoirs par rapport à ce qui lui arrive, ce qui lui tombe dessus. Pas à être trop cupide avec ça. Sa capacité naturelle à railler ses ennemis a quelque chose souvent d'assez amusant, je le reconnais. Et ouais, je suis sûr que vous pouvez trouver d'autres arguments pour défendre en quoi Spider-Man est un héros génial pour vous. Et je suis pas là pour faire valoir en premier mon avis. Je suis là pour le partager. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis tout oui de savoir ce qui vous intéresse tellement chez Spider-Man. Qu'est-ce que vous trouvez si génial chez Spider-Man? Et voilà la liste de ce qui fait que pour moi il n'est pas si génial que ça. En avant pour le point numéro 1, on va aller dans l'ordre chronologique un petit peu, avec son origine. Les origines d'un super-héros, c'est souvent deux cas de figure. Soit c'est quelque chose d'un peu complexe, d'un peu travaillé, soit c'est une origine à la con, où comme par hasard il y a un truc radioactif qui arrive, et paf, super pouvoir. Et c'est le deuxième cas avec Spider-Man. Il y a une araignée radioactive qui passait par là, elle a mort notre super-héros qui passait par là, et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà, Spider-Man. Et ouais, tous les films ont montré ça comme ça. Ils ont essayé de donner un peu plus de poids, de signification à ce que ça voulait dire dans les films The Amazing Spider-Man, mais ouais, ça amène des gros comme par hasard très grossiers quand on y réfléchit un petit peu, donc c'est pas non plus sensationnel. Hein. J'ai jamais trouvé que c'était une origine de super-héros sensationnelle, ça. Le coup du machin radioactif qui arrive, voilà. C'est le genre de choses qui cassent un peu un héros. C'est pas que ça qui fait que j'aime pas Spider-Man, enfin que j'adore pas Spider-Man. C'est pas que ça. Mais ça joue un petit rôle, quoi. Et c'est le genre de choses qui fait que Flash, même si je l'adore beaucoup, par exemple, il a une origine qui est complètement naze, quoi. Il était dans son labo et tout d'un coup éclair et puis des tonnes de fioles à la con qui s'éparpillent. Il est touché par la chimie magique de mes fesses et paf, Flash. Non, c'est naze, c'est pas super bien réfléchi quand on compare à deux de mes super-héros préférés comme Batman et Superman. On met en place une logique, un déroulement, un acheminement vers ce qui les amène à être des super-héros qui est 1000 fois plus prenant que ça. 1000 fois plus prenant que ça pour moi. Là, Spider-Man, c'est juste un mec lambda, un jeune lambda qui se fait piquer par une araignée radioactive, mordre par une araignée radioactive, et paf, voilà, super pouvoir, il doit faire avec. On peut faire mieux comme origine, hein, on peut faire mieux. Ensuite, deuxième chose qui me gêne beaucoup, c'est la gestion de son identité secrète. Alors, il y a deux façons d'aborder ça. Déjà, l'identité secrète qu'il arbore en tant que Peter Parker qu'on connaît le plus, c'est-à-dire le photographe qui sait comment avoir des photos de Spider-Man là où il œuvre. Parce que personne d'autre ne sait exactement où va se trouver Spider-Man, mais lui, il le sait. Et apparemment, personne soupçonne ça. Le mec se dit, tiens, je vais essayer de me faire du fric un petit peu par rapport à mes talents en plus de combattre le crime, et personne se dit
Tiens, doit y avoir un lien de corrélation, quoi. La seule personne qui arrive à photographier Spider-Man, comme par hasard, est-ce que ce serait pas peut-être elle, Spider-Man? Parce que il y a énormément de gens que j'ai pas arrêté d'entendre critiquer Superman. Oh, comment ça se fait qu'on le reconnaisse pas alors que tout ce qu'il fait c'est porter des lunettes? C'est dingue, comment ça se fait que personne ne reconnaisse que Clark Kent c'est Spider-Man? Ah. Alors, juste un truc par rapport à ça. L'apparence de quelqu'un, c'est pas seulement ce qu'on porte, c'est aussi l'allure qu'on se donne. Clark Kent et Superman ont des allures très différentes. Ils dégagent quelque chose de très différent. Ce qui fait que, bien entendu, nous, en tant que spectateurs, c'est évident. Parce qu'on sait que l'un et l'autre, et donc quand on voit juste la différence de ce qu'ils portent, on se dit, ouais, c'est un peu évident. Seulement, mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne sait pas qui est Superman et qui tombe comme par hasard sur Clark Kent qui se balade, donc un mec à lunettes qui a pas du tout la même allure, qui dégage pas le même charisme, il fait exprès d'être quelqu'un qui ne se voit pas par rapport à ça, et ben tout de suite vous irez pas vous dire « Ah mais il ressemble exactement à Superman !» Mais est-ce que vous scrutez les gens vous, pour vous dire, attends, est-ce qu'il ressemble pas à quelqu'un que je connais? Non, et je pense que c'est un peu le cas pour Superman. Voilà, Clark Kent, on fait pas gaffe à qui il est parce que c'est quelqu'un qui est plus réservé, plus effacé. Et donc, oui, on fait pas trop gaffe à lui et il y a suffisamment de différence dans son allure et dans son accoutrement pour qu'on se dise pas c'est forcément l'un et l'autre. Cela dit, je dis pas une seule seconde que c'est pas un problème parce que c'est clair et net que c'est proche. Au fur et à mesure qu'ils apprennent à le connaître et à être un peu plus proche de lui, il devrait avoir des doutes, il devrait se dire c'est dingue quand même, il y a quand même une ressemblance, un air de famille entre les deux. Hein. Mais je trouve que c'est pas un problème si gros que ce qu'on vend, personnellement. Pour Spider-Man, c'est un énorme problème sur le principe même, la façon basique dont on montre comment il gère son identité secrète par rapport à son statut de photographe. Je vais revenir un petit peu sur les autres façons parce qu'il n'y a pas que ça. Et j'adore le fait qu'on appuie même dans la trilogie de Sam Raimi, le deuxième film avec Dr. Octopus, que en fait c'est complètement con parce que l'intérêt premier d'une identité secrète c'est de pouvoir protéger ses proches, que les méchants qu'on combat ne sachent pas qui on est pour qu'ils ne puissent pas s'en prendre aux personnes qui nous sont chères. Seulement, étant donné que on montre clairement qu'on a une connexion directe, assez privée avec Spider-Man en étant son photographe attitré, comme il le dit dans la trilogie de Sam Raimi, Peter Parker, et ben, tu te mets en ligne de mire. Et c'est montré lorsque Dr. Octopus vient kidnapper Mary Jane. C'est complètement ridicule dès qu'on y pense. Et je trouve que cette gestion de l'identité secrète est stupide. Cela dit, dans les comics et à plusieurs reprises dans d'autres films, on s'est dit, vous savez quoi, c'est peut-être un petit peu con. On va éviter ce coup-là, on ne va plus avoir cette histoire de journal et de photographe, on va juste se contenter de lui donner d'autres rôles. Il y a des cas où ça a été un professeur, il me semble, et dans beaucoup de films, c'était juste un étudiant qui donc n'avait aucun lien particulier avec Spider-Man, donc c'était un peu logique qu'on ne le reconnaisse pas par rapport à ça. Mais même dans ces cas-là, même au sein de tous les films, il n'y a que dans la série 94, peut-être que ça se voit pas, la mise en scène de début du moment où Peter découvre ses pouvoirs est complètement ridicule et ne devrait laisser la place à absolument aucun doute de la part des personnes qu'il croise, ne serait-ce que le premier Spider-Man de Sam Raimi. Même sans prendre en compte le fait que c'est le photographe de Spider-Man, Peter Parker, à ses débuts, s'inscrit sous son vrai nom pour participer à un espèce de combat pour l'argent. Il fait d'autres petits trucs par rapport à ça, il se fait vachement remarquer avec ses pouvoirs à un moment donné, ne serait-ce qu'en tissant sa toile pour attraper sans faire exprès, le plateau repas d'un autre élève, et ce genre de truc, mais tout le monde l'oublie après. C'est juste une petite péripétie de jeunesse et tout le monde l'oublie. Ce genre de truc, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Dans les deux films de Mark Webb, c'était un petit peu moins poussé, mais il est quand même du genre à se confier très vite, surtout lorsque il essaye de frimer un petit peu auprès de son bahut quand il a ses super pouvoirs au tout début, et surtout lorsque, très vite, il se confie à Gwen avec son identité secrète, mais genre au bout de 2 jours ou un truc comme ça.
Genre, regarde, c'est trop cool, c'est moi Spider-Man, tu vois. Au bout de 2 jours, merde. Apprenez, vous connaîtrez un petit peu plus. Mettez ça bien en place. J'ai toujours trouvé que c'était pas super bien foutu. Dans New Generation, bon alors là, avec tous les trucs qu'il fait en classe, en sachant pas manipuler ses pouvoirs, mais c'est dingue, c'est un putain de miracle qu'il se soit pas fait repérer. D'autant plus qu'il se fait repérer à un moment donné. Hein. Il y a son coloc au bahut qui le voit être complètement planté sur le mur avec d'autres Spider-Man, et apparemment, ça l'a pas marqué. Genre, il a cru que c'était un rêve ou un truc comme ça, sans doute. Mais voilà, le nombre de fois où il aurait dû se faire voir, et même où il se fait voir, c'est dingue, et on remet pas ça sur le tapis. Lorsqu'il fout le bazar en découvrant ses pouvoirs, c'est pas du tout remis sur le tapis, mais pas une seule seconde, et lorsqu'il se fait repérer, ben apparemment le mec il est content quoi. Et le plus dingue par rapport à ça, c'est que le film dans lequel c'est le plus mis en avant, dans lequel il se fait choper mais direct, c'est celui dans lequel il fait le plus gaffe, c'est-à-dire Homecoming. C'est ça que je trouve dingue quoi. Tous les autres films, on voit Spider-Man, Peter Parker ou Miles Morales faire des grosses conneries sans se faire repérer à la fin, comme par hasard, un gros coup de chat pour lui, mais dans Homecoming, il fait le plus gaffe par rapport aux autres et il se fait repérer par contre. Vraiment pas de bol quand même, hein. Vraiment pas de bol. Oui, quoi, il se fait repérer parce qu'il est en train de se changer dans sa chambre et comme par hasard, il y a quelqu'un qui entre à ce moment-là, quoi. C'est juste la faute à vraiment pas de bol, lui. Les autres, ils ont un bol du diable de pas se faire repérer avec leurs conneries. Lui, il essaye de faire un peu gaffe et il se fait repérer parce qu'il a pas de chance. Vraiment, hein. Et je trouve que c'est beaucoup mieux géré cette histoire d'identité secrète dans Homecoming. Parce que, ouais, ça appuie le fait que c'est pas quelque chose qu'on peut garder comme ça facilement. Et je trouve que ça a été bien incorporé au sein du MCU. Alors, je crois que je vois un petit peu le problème principal que les gens ont avec Homecoming, les fans de Spider-Man, c'est que Spider-Man doit s'inscrire dans les Avengers, dans tout ce qu'il y a, et donc il n'est pas autant mis en avant, autant wow, regardez le grand héros qui doit accomplir de grandes choses, qui a son propre arc à lui, que dans les autres films Spider-Man qui étaient vraiment centrés à fond sur lui. Je peux comprendre que ça puisse être un problème, mais pour moi, oui, c'est une approche de Spider-Man très différente, où on saute les trucs qu'on avait vu des tas de fois, comme vous savez, le coup, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Tante May qui est enfin quelqu'un d'un peu différent que la version qu'on nous offre des tas et des tas de fois. On a su apporter des trucs différents, tout en gardant les bases de la chose, et je trouve que ça a été le mieux géré. Je dis pas que c'est un grand film, je dis pas que c'est un des meilleurs du MCU, c'est clairement pas le cas, mais pour moi, c'est le film où ça a été le mieux géré. Mais même en étant le mieux géré, il y a des problèmes qui se posent. Après bon, là c'est, je pense, l'un des plus gros morceaux que j'ai avec lui, mais c'est pas terminé, puisque le troisième gros problème que j'ai avec Spider-Man, c'est sa propension à chialer sur son sort, qui s'est calmé depuis quelques temps, je reconnais, hein, mais que ce soit la série de 94, les films de Sam Raimi, putain, les films de Sam Raimi, ça insiste à fond là-dessus, et un peu les films de Mark Webb, il y a cette capacité à se lamenter sur son sort, à répétition qui est assez gavante. Parce que bon, je comprends très bien qu'il est dans une situation assez injuste, où, en dépit du fait qu'il veut faire les bonnes choses, il y a des merdes qui lui arrivent. Ça a beau être justifié, il n'y a pas besoin de le montrer de façon aussi criarde. Et vraiment, c'est dans les films de Sam Raimi surtout, c'est montré de façon tellement criarde. On le voit chialer sur son sort tellement de fois, Peter Parker, Tobey Maguire, que c'en est gavant. Dans la série de 94, s'il y a bien un truc qui m'a saoulé, c'est que tous les 2-3 épisodes, il y avait Peter Parker qui faisait son petit monologue interne pour dire « Oh, la vie est dure pour moi, peut-être qu'il faudrait que j'abandonne le rôle de Spider-Man pour qu'en fin de compte, non, je continue. » Je me dis « Ouais, ok, arrête de répéter ça tout le temps, mettez en place une intrigue qui mette bien ça en avant et puis passez à autre chose ou un truc comme ça, une piqûre de rappel tous les 2-3 épisodes, c'est chiant. Ce genre de monologue interne m'a saoulé. Mais bon, ça s'est un peu calmé, je reconnais, dans les
dans les adaptations plus récentes. Et donc, oui, ça se ressent moins. Cela dit, ouais, c'est quand même un gros morceau du personnage que j'ai suivi pendant une longue période de temps, surtout dans les films de Sam Raimi que énormément de gens acclament, pour une raison qui m'échappera toujours. Hein. Parce que même en tant que fan de Spider-Man, j'ai du mal à comprendre pourquoi on peut trouver que ce sont des films extraordinaires. Ce sont de bons divertissements, mais des films extraordinaires. Je n'arriverai jamais à comprendre ça personnellement. Bon, ça mène aussi un problème que j'ai, surtout quand on fait la comparaison avec d'autres super-héros un peu typiques du genre, sur l'injustice autour du personnage. Rapidement, je trouve qu'on a tendance à tellement pousser l'injustice sur sa situation parfois, au point où ça devient un peu trop en pleine gueule. Genre il essaye de faire ce qui est bien, mais tout le temps, tout le monde trouve que c'est un criminel, il faut pas lui faire confiance. Là aussi, c'est surtout dans les premières adaptations, ça s'est calmé, c'est grandement calmé ces derniers temps, surtout avec les derniers films. Homecoming et New Generation, on ressent pas du tout ça. Ça aussi, c'est un truc qui fait que ces deux films-là sont supérieurs aux autres pour moi. Donc, ouais, cette espèce d'aspect où il essaye de faire ce qui est juste, mais tout le monde le voit mal, etc., etc. Tellement appuyé, tellement forcé, qu'au bout d'un moment, ça devenait un petit peu lourdingue. D'autant plus que ça m'a rappelé quelque chose d'assez similaire avec un héros qui a été écrit avant Spider-Man, c'est-à-dire Batman. Ah oui, Batman a eu droit à ce même traitement, et je trouve qu'ils l'ont mieux traité que ça, vraiment bien mieux traité que ça, dans la série The Batman, où vraiment on jouait très bien dans les 2 premières saisons sur le fait que Batman était mal vu par les forces de police parce que c'était un petit peu un justicier dans son coin et qu'il obéissait pas trop à la loi, mais il y avait eu une progression par rapport à ça. On mettait en place le fait que plus ça allait, plus on faisait confiance à Batman jusqu'à l'arrivée du commissaire Gordon. Et je trouvais que c'était très bien fichu. Je trouve qu'avec Spider-Man, en tout cas dans les fois où ça a été traité, cette injustice-là, ça stagnait un petit peu. Ça tournait en rond, surtout la série de 94. Et c'était un petit peu gavant ça. Cela étant, si je fais ce parallèle avec Batman, c'est pour parler de mon dernier point qui fait que je suis pas un grand fan de Spider-Man, les méchants. La plupart des méchants, honnêtement, pour moi, sont des copies des méchants d'ici qu'on connaît. Le bouffon vert, dans la majorité des interprétations qu'on a eues, parce qu'il y a vraiment des tonnes d'interprétations du bouffon vert, c'est clairement une copie du Joker. C'est vraiment un Joker pour Spider-Man, hein. Exactement. Le Caïd, mais c'est trop Lex Luthor, quoi. Lex Luthor version ultra musclée, mais c'est exactement la même chose, la même putain de chose. Et ouais, il y a énormément d'autres cas, je ne vais pas faire le détail, mais il y a énormément de cas où j'ai vraiment eu le sentiment que c'était pareil. Il y a aussi une anti-héroïne qui était à peu près du même acabit que Catwoman, je sais plus comment elle s'appelait. Énormément de cas comme ça où honnêtement j'ai le sentiment que c'était juste des copies moins intéressantes, moins prenantes des super méchants de Batman et Superman surtout. Hein. Et ouais, c'est le genre de choses qui aident pas à rentrer dedans, surtout quand t'as connu Batman et Superman avant, et surtout quand tu sais que Batman et Superman ont été créés avec leurs méchants avant Spider-Man. Donc, ouais, ça fait un peu copie pour moi les méchants de Spider-Man. Copie moins intéressante des méchants de Batman et Superman qui m'ont beaucoup plus marqué. Ce qui fait que j'ai du mal à entrer grandement dedans parce qu'il n'y a pas de grand némésis qui m'a grandement touché en dehors d'Octopus. Je reconnais, Octopus est un méchant bien réussi de ce que j'en ai vu jusqu'à présent. Dans la série animée, c'était un des seuls méchants que j'arrivais à apprécier un petit peu, qui arrivait à me marquer un petit peu. Dans les films de Sam Raimi, c'est le seul méchant, à titre personnel, à avoir été efficace, vraiment. En termes de ressenti pour le personnage, il y a vraiment que le Docteur Octopus qui a su me marquer un petit peu. Les autres, je dis pas qu'ils m'ont pas marqué du tout, hein, je me souviens un petit peu de certains d'entre eux, mais ouais, c'était vraiment des sous-méchants vus avant, alors que Octopus c'est un peu le seul à m'avoir marqué un petit peu. Même dans New Generation, hein, le plus marquant, c'est clairement pas le Caïd, hein, c'est le Docteur Octopus, et c'est un petit peu frustrant de voir qu'elle se fait laminer de façon super facile à la fin, sans un vrai grand combat final. Enfin bon, il fallait que ce soit le Caïd, le grand méchant de fin, parce qu'il a son arc
qui a été super expédié et donc qui me touche pas une seule seconde, mais bon, si vous connaissez le personnage, peut-être que ça vous parlera plus, une fois de plus. Et j'ai fait à peu près le tour. Si ce n'est pas ce que vous ressentez, à nouveau, je ne vous impose pas mon avis, je le partage. N'hésitez pas à dire pourquoi vous trouvez que les méchants de Spider-Man sont géniaux pour vous, si vous trouvez que les méchants de Spider-Man géniaux, et etc. Personnellement, ça me marque pas autant. Et ouais, c'est tout ça pour bien appuyer pourquoi j'étais pas le public visé pour le film Spider-Man New Generation. Je sais apprécier vraiment ce qui a été accompli en termes techniques et l'histoire était tout à fait correcte, mais ouais, ça m'a clairement pas agrippé par les sentiments avec l'univers que ça a dépeint. Et c'est ça le truc. Il y a énormément de films qui partaient d'un univers que je connaissais bien et qui ont réussi à m'agripper dedans parce que j'étais familier avec cet univers. Ma série préférée, Young Justice, que vous voyez sur mon étagère en haut, et ben elle m'a grandement marqué, pas seulement parce qu'elle est bien écrite, mais aussi parce que ça reprend un univers qui m'était familier. Si j'avais découvert ça sans connaître DC, je suis pas sûr du tout que j'aurais autant adoré cette série, hein. Ouais, mais voilà, j'étais familier avec l'univers d'ici, avec beaucoup de choses qui m'ont plu, Batman, Superman, Wonder Woman, tout l'historique de la Ligue des Justiciers, etc. Ce qui fait que j'étais à fond dedans, j'étais le public idéal pour cette série. Mais si vous n'êtes pas agrippé dans l'univers d'ici, ben cette série vous agrippera sans doute pas génialement. Et je peux très bien comprendre ça. C'est ce qu'il faut retenir le plus, quoi. Je suis pas pris dans cet univers, donc à faire un film autour d'un univers qui me prend pas, il y a peu de chances que je sois aux anges ébahi devant ce produit, sauf s'il est magnifiquement fait, ce qui pour moi n'est pas le cas. En termes d'histoire, ce n'est clairement pas un des récits les plus brillamment écrits qui soit. En termes d'animation, c'est génial, le reste, c'est correct. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Spider-Man. Ça me fait plaisir d'avoir ce genre d'opportunité pour parler de sujets dont on a un peu envie de parler. Merci à Lionel B pour ça, même si ça va peut-être pas le rendre très content d'entendre parler en mal de son super-héros Marvel préféré. Mais ouais, je suis honnête avec vous, hein, voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que vous voulez ? En tous les cas, il nous reste à parler d'un sujet que je vais traiter un peu rapidement. Si vous avez vu le titre aussi, vous devriez avoir une petite idée de quoi il s'agit. C'est le fait que, mine de rien, on s'approche petit à petit de la fin de ce que j'avais prévu de critiquer quand j'ai lancé cette chaîne. Voilà, je rappelle pour les personnes qui n'ont pas suivi et qui feraient gaffe à cette mise au point, parce que vous voyez, j'ai un peu le sentiment que ça s'adresse un petit peu aux fans qui suivent de bout en bout, et donc il y a beaucoup de gens qui vont pas trop suivre, mais bon, peut-être que le titre aura attiré, sait-on jamais. Cette série Disney Film était lancée pour tacler tous les films Disney Animation Studios, Disney Toon et Pixar. C'était mon but. Et quand on regarde ce qui reste, je suis très proche d'avoir achevé ce but. Il me reste plus grand chose. Donc oui, ça me fait penser à un commentaire d'une personne qui apparemment l'avait un petit peu mal que je traite pas La Belle et la Bête tout de suite en disant non mais je garde ça pour la fin. Eh ben ça va pas tarder tant que ça La Belle et la Bête, hein. Vraiment pas, parce que ben, j'aurai plus grand chose avant La Belle et la Bête. Ce qui amène à la question évidente, mais qu'est-ce que je vais faire après ? C'est-à-dire que je pourrais partir sur des films Disney de façon plus large, comme les films Disney en live action. À ce moment-là, j'ai l'embarras du choix, puisque Disney a produit et créé des tas de films. Je pourrais partir sur les remakes ou certains plagiats de Disney comme Mondo World, etc. Il y a l'embarras du choix, mais le fait est qu'il faut un peu se rendre à l'évidence de quelque chose. Quand je me suis lancé là-dedans, quand j'ai lancé mon compte Tipeee, c'était un pari que je faisais sur le fait que je pouvais peut-être arriver à attirer suffisamment les foules pour pouvoir vivre de ce que je fais, c'est-à-dire créer des vidéos, sachant que ça me prend plusieurs heures par jour, hein. On me demande à quelques reprises comment je fais pour en sortir autant de vidéos à la fois. Bah, c'est simple, je fais que ça.
J'ai pas de boulot à côté, quoi que ce soit. Je m'attelle seulement à ça de mes journées en termes de travail. Et je travaille, bon, peut-être un petit peu moins qu'un travailleur normal, parce que bon, je suis un petit peu feignant sur les bords, mais pas beaucoup, beaucoup moins non plus. Je travaille régulièrement, constamment. Ce qui, au passage, commence à avoir un côté un peu rébarbatif, je vous cache pas. C'est un petit peu une des raisons pour laquelle j'ai pas non plus grandement envie de poursuivre ça. Mais le fait est que quand j'ai lancé ça, je pensais que peut-être il y aurait un moyen, si j'espérais beaucoup, en rêvant que je gagne ma vie, et c'est pas le cas. Je suis énormément reconnaissant vers les personnes qui ont participé. C'est pas du tout contre eux ou contre votre manque de participation. Comment avez-vous osé ne pas participer à ma page Tipeee? Comment avez-vous osé ne pas regarder les clips gratuits pour me rapporter un peu d'argent en prenant sur votre temps? Bande d'enfoirés, comment osez-vous? Non, non, non. Non, non. Ok. C'est pas contre vous que je fais ça, c'est contre moi. C'est moi qui me rends compte que, voilà, en fin de compte, j'ai pas su apporter quelque chose d'assez satisfaisant au public pour que ça vaille la peine d'être financé à hauteur d'un salaire acceptable de mon point de vue. Ce qui fait que, ouais, je me rends compte, devant le bilan de ce que j'ai fait, que c'est un semi-échec, semi-succès. Semi-succès dans le genre où je vais terminer et j'aurais su générer toute une fanbase, entre guillemets, enfin tout un noyau de gens qui auront voulu suivre jusqu'au bout et qui auront donné constamment des commentaires sympathiques et je vous en serai éternellement reconnaissant. Vraiment, c'est un vrai plaisir de faire ça. S'il y avait personne, si vous n'étiez pas aussi nombreux à me suivre, c'est clair et net que j'aurais abandonné au bout d'un moment. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de gens qui me suivent. Et un semi-échec dans le sens où ça n'a pas su atteindre un stade où je pouvais espérer pouvoir continuer sur cette voie-là indéfiniment. Où il fallait se décider et se dire, ouais, ben, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'aurai terminé les Disney Animation Studios, Disney Toon, Pixar, je vais pas m'étendre grandement pour poursuivre mes vidéos sur YouTube. Alors avant que vous réagissiez en mode « Oh non !» j'aimerais vous rassurer sur le fait que je vais pas arrêter. Ça va être une fin de rythme régulier, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les nouveaux films Disney qui sortiront, qu'il faudra que je traite. Je le ferai, c'est sûr. Il y aura peut-être certaines séries, certains films particuliers que j'aurais envie de faire par la suite en lien avec Disney. Certaines séries aussi que je dois traiter en détail, style Gravity Falls ou Herculogue. Je compte pas arrêter ça parce que ça fait un peu plaisir et c'est des petits travaux qui me plaisent à faire. Hein, donc très certainement, même si je bloque un petit peu sur les Disney Films, je pense que je continuerai ce genre de vidéos parce que ça a son public et ça me fait plaisir de les faire. Ouais, ça continuera, mais à un rythme beaucoup moins soutenu qu'avant. Parce que je ne pourrai plus me permettre de faire exclusivement ça. Et il faudra que je trouve un autre boulot, ne serait-ce qu'à mi-temps à côté, pour pouvoir subsister. Ce serait pas mal. Donc, ouais, c'est un bilan que je fais, c'est vraiment pas une attaque contre vous, vraiment pas, ne le prenez vraiment pas comme ça. Honnêtement, je suis déjà très content d'avoir eu autant de fidèles qui étaient prêts à payer régulièrement sur mon Tipeee, parce que limite, moi, le pire scénario possible, c'était pas 150 euros par mois sur Tipeee, hein. Le pire scénario possible, c'était genre 3-4 euros par mois. Genre 2-3 personnes qui donnent comme ça et puis merde quoi. C'était ça le pire cas possible. On en est quand même assez loin. On est largement, très largement au-dessus du pire cas possible que j'avais envisagé. Mais voilà, on n'a pas atteint le cas idéal, dira-t-on. On a atteint un cas très sympathique et où je suis une fois de plus très reconnaissant envers les gens qui ont donné. Vraiment excessivement reconnaissant. Je le dirai jamais assez. Merci du fond du cœur. Mais où ça suffira malheureusement pas. Et où je sais pas exactement ce que je vais faire après. Hein. Sachant que, comme je dis, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que je continuerai de faire des Disney Films une fois que j'aurai fait la liste de tout ce qui me reste. Et ça se terminera, je vous préviens tout de suite, fin 2019.
Normalement, décembre 2019, j'aurais fait à peu près la liste de tout ce que j'ai prévu de faire, à quelques exceptions près, peut-être jusqu'à juin 2019. J'ai déjà une liste prévue. Je pense que je vais la partager sur Tipeee, pour ceux qui s'intéressent. Allez, payez Tipeee, payez Tipeee. Voilà. Je pense que je vais faire ça, parce qu'il y a eu quelques changements depuis la dernière fois. Et je vais... une fois que ce sera fait, ça, y aller à un rythme beaucoup plus lent, où je prendrai le temps déjà de souffler un petit peu, parce que je vous cache pas que ça commence à devenir un peu un automatisme, ces vidéos, et des fois c'est pas non plus... oh, hein, c'est pas non plus la chose la plus excitante à faire à 2-3 moments, quoi. À quelques moments j'ai envie de me poser un petit peu, de me reposer vraiment de ça. Donc ça va peut-être une occasion de faire ça aussi, sachant que je vais quand même garder mon rythme parce qu'il y a un truc qui est bien prévu pour la 150e de très spécial. Donc je vais quand même garder le rythme, garder le cap jusque là. Et quand ce sera fait, eh ben voilà, je peux continuer, mais à rythme beaucoup moins soutenu. Je suis pas sûr de garder Tipeee, peut-être, peut-être pas. Mais à ce moment-là, bon, vous en aurez moins, c'est évident. Et ouais, je sais pas si j'aurais encore envie de répondre à des critiques à la demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être seulement une fois toutes les deux mois ou un truc comme ça, je ne sais pas. Enfin bon, ça nous verrons selon. J'ai pas encore tout planifié à ce niveau-là, mais ça c'est un truc que je tenais à dire pas trop tard, vraiment assez tôt, parce que je suis pas arrêté de tomber sur des youtubeurs qui ont attendu des plombes après qu'on se rende compte de leur manque de motivation, du fait qu'ils produisaient de moins en moins de contenu et qu'en fin de compte, c'était vraiment la fin, pour dire, vous savez quoi, j'en peux plus, il faut que j'arrête. Voilà, je sais pas moi, Mathieu Sommet par exemple, genre il y avait absolument rien, en tout cas sur YouTube, qui laissait entendre qu'il allait arrêter ça, même si c'est clair et net que ça allait de moins en moins vite, et il a balancé une vidéo comme ça, pour dire ah, c'est bon, c'est terminé en fait. J'avais plus envie de faire la chose que vous adoriez me voir faire, maintenant c'est terminé. Voilà. Et ouais, il y en a d'autres comme ça aussi qui ont balancé la chose comme ça, même si je suis sûr que sur Twitter ou d'autres, et ça a dû être plus mis en avant. À nouveau, je suis pas sur Twitter, je m'en fous de Twitter. Ça aussi, c'est un truc qui fait que ça a sans doute pas très bien marché. Moi et la communication, ça fait deux. Hein. Je suis une quiche, pour ça je déteste Twitter, Facebook. Ça me gonfle. Je suis sur Facebook pendant 30 secondes, je me fais chier. Je me fais chier avec ça, quoi. C'est pas mon truc. Donc ouais, moi la communication ça fait deux, et je pense que c'est un problème aussi, ce qui fait que j'ai pas bien marché. Le problème vient totalement de moi, nous sommes d'accord. Et ouais, quoi, j'ai pas envie d'être de ces personnes qui préviennent à la dernière minute. Je vous préviens longtemps à l'avance. Vous allez encore avoir 7-8 mois où je vais être encore plein régime. Vous aurez totalement ce que vous voulez voir de la part de ma chaîne. Ça ralentira pas normalement. Et après ces 7-8 mois, ça ralentira. Vous êtes prévenus. Mais je préfère le dire maintenant. Comme ça, il n'y aura pas de surprise et vous ne serez pas pris en traître, entre guillemets. Voilà, ah, c'est pas très réjouissant, je sais, mais il fallait que je le dise. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai envie d'en parler un peu plus en détail avec mon petit top 15 spécial. Et vous savez quoi? Ça va être un top 15 en live. Voilà, on va y avoir un live autour de ce sujet-là que j'ai lancé tout de suite, qui aura lieu dans pas très longtemps. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 20h30. Pour en discuter, soyez assez nombreux à venir, ça me ferait plaisir de discuter avec vous de ça. Ce sera une liste aussi que j'ai envie de faire partager, un top 15 un peu spécial aussi, donc j'espère que vous serez un petit peu nombreux. Ce sera peut-être un chouïa moins festif que les autres fois, mais il y aura quand même des questions-réponses à la fin, rassurez-vous, comme d'hab. Et oui, je répondrai au plus de questions possibles. Merci d'avoir suivi. À très bientôt pour le live. Bye.